Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc continuons sur les cavités résonantes. Alors, un exemple passablement insolite de cavité résonante est donné euh, par le volume qui est délimité par la Terre et l'ionosphère. Les premiers modes de résonance d'un tel système ont évidemment des fréquences très basses, leur longueur d'onde caractéristique étant de l'ordre de grandeur du rayon de la Terre. L'ionosphère et la Terre sont toutes deux considérées ici comme des conducteurs de conductivité réelle, donc pas imaginaire. La conductivité de l'eau est de l'ordre de 0,1 par ohm et par mètre. Tandis que celle de l'ionosphère est comprise entre 10-7 et 10-4 par ohm et par mètre. Les parois de cette cavité sont donc loin d'être parfaitement conductrices, surtout la paroi extérieure. Nous allons cependant idéaliser la réalité physique en modélisant le système par deux sphères concentriques parfaitement conductrices de rayons A et B plus H, B égale A plus H, A étant le rayon de la Terre, environ 6400 km, et H, l'altitude de l'ionosphère, qui est de l'ordre de 100 km. Alors, cette approximation paraît grossière, mais étant donné la taille énorme de la cavité, cela implique un facteur Q relativement élevé, et donc cette approximation n'est pas si mauvaise. On verra les résultats. En outre, si on ne s'intéresse qu'aux fréquences les plus basses, on peut concentrer son attention sur les modes TM, au champ magnétique uniquement tangentiel, et en présence d'une symétrie sphérique. La notation TE ou TM signifie que les champs électriques ou magnétiques n'ont pas de composante radiale. Alors la raison de ce choix est que les modes TM, avec champ électrique radial, peuvent satisfaire la condition de nullité des champs électriques tangentiels en R égale A et R égale B, sans qu'il y ait une variation appréciable des champs dans la direction radiale. De leur côté, les modes TE, au champ électrique uniquement tangentiel, subissent nécessairement entre R égale A et R égale B une variation radiale égale approximativement à une demi-longueur d'onde. Les premiers modes TE correspondent donc à des fréquences de l'ordre de oméga TE égale à pi C sur H. C'est dans la vitesse de la lumière, bien sûr. Tandis que les premiers modes TM correspondent à oméga TM égale C sur A. Donc de fréquences beaucoup plus basses. A étant beaucoup plus grand que H. L'étude générale des modes en symétrie sphérique est relativement complexe et donc nous allons la différer à un peu plus tard, un peu plus loin dans cette étude.
pas celle de résonance de Schumann, mais plus loin dans les vidéos. Nous nous limiterons ici aux ondes TM en supposant que les champs sont indépendants de l'angle azimutal phi. Cette hypothèse, en réalité, n'est pas vraiment une restriction. L'étude des harmoniques sphériques nous apprend que la grandeur pertinente est non pas M, mais L. Si la composante radiale de B s'annule, et si ces autres composantes ne dépendent pas de phi, la nullité de la divergence de B impose que seuls sont non nuls pour les champs finis, que seul BZ soit non nul pour des champs finis en θ égale 0. La loi de Faraday donne alors E phi égale 0. Ainsi, en vertu des équations de Maxwell homogènes, les modes Tm sont indépendants de phi, mettent en jeu seulement ER, Eθ et B phi. On peut alors, en supposant une dépendance temporelle de type E exposant moins I oméga t, combiner les équations rotationnelles de Maxwell et écrire que oméga carré sur C carré fois B moins nabla croix B égale 0. Où on a supposé les perméabilités relatives du milieu entre les sphères égale à 1. Alors ça c'est tout à fait justifié puisque c'est la perméabilité du vide et la perméabilité magnétique de l'air est pratiquement identique. Donc on peut le poser égal à 1. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.